avec plus de 34 millions d'auditeurs sur Spotify par mois, ce qui est plus que J. Cole, A$AP Rocky, Michael Jackson ou même Notorious Big. The Kid Laroi, cet artiste qui a à peine 17 ans, est en train de complètement exploser depuis ces 2 dernières années. Mais comment est-ce qu'il a fait pour se faire connaître et devenir le protégé de Juice WRLD? First time we met was in the hotel room. I was with Pete. He knocked on the door and Pete's like, "Oh, go and get that." And I opened it and it was fucking Juice. And I was like, "Oh my god, it's fucking Juice WRLD." Like... Et plus récemment faire des featuring avec Lil TK et même Justin Bieber. Et pourquoi est-ce que des grands youtubeurs américains se font supprimer leurs vidéos en révélant la vérité sur ce jeune artiste? Est-ce qu'il a été aidé par des membres de sa famille pour réussir ou est-ce qu'il a un talent véritable? C'est ce qu'on va voir. Petit message avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que toutes les informations que je divulguerai dans cette vidéo sont que des spéculations, elles sont basées sur les différentes recherches que j'ai pu faire, donc merci de ne pas tout prendre ce que je dis à la lettre. 17 août 2003 à Sydney en Australie. C'est ce jour que Carlton Kenneth Jeffrey Howard est né, aussi connu sous le nom de The Kid Laroi. Contrairement à pas mal d'artistes dont j'ai parlé sur cette chaîne, c'est pas un artiste qui est né dans la pauvreté ou même dans un quartier un peu sensible. Il est né dans une famille qui était plutôt axée vers l'art, vu que son père est un énorme producteur et ingé son en Australie et que sa mère est manageuse de talent. Son père s'appelle Nick Howard et il a travaillé avec pas mal de rappeurs et de chanteurs. Il y avait par exemple Jay-Z, Kelly ou encore Mary J. Blige qui sont des grosses références. Et je veux vraiment que vous gardiez ça en tête parce que ça va nous aider pour la fin de la vidéo. Mais très rapidement, alors qu'il était super jeune, ses parents divorcent et décident de bouger de Sydney et d'aller vivre dans une petite ville qui s'appelle Broken Hill. Sa mère manquait de moyens, du coup il a dû aller vivre avec ses grands-parents jusqu'à l'âge de 11 ans. Ça vous rappelle sûrement l'histoire de XXXTentacion qui était allé vivre aussi avec sa grand-mère. Et d'ailleurs j'ai fait une vidéo entière sur sa vie, je vous la mettrai en fiche et en description si vous voulez la voir. Et mais là la première question qu'on peut se demander c'est pourquoi est-ce qu'il n'a pas reçu d'aide financière de son père alors que son père avait l'air de bien mener sa vie. Justement, d'après pas mal de recherches et les interviews que j'ai pu voir, il disait qu'il n'était pas très proche de son père, et c'est ce qui pourrait expliquer le manque de lien qu'il avait avec lui. D'où le fait d'aller vivre chez ses grands-parents à la place. Mais vous allez voir que c'est aussi à ce moment-là que les incohérences commencent. Sa mère était tellement en précarité qu'ils étaient sans domicile fixe, et qu'ils étaient complètement dans la pauvreté. Mais ça n'a pas empêché à Kid Laroi de se mettre à la musique très tôt, et de prendre ça très sérieusement à l'âge de 12 ans. C'est d'ailleurs à ce moment-là qu'il a commencé à écrire ses premiers textes. Même si en réalité, il avait commencé la musique depuis l'âge de 4 ans. Et au même moment, à Adélaïde, en Australie, il y a un jeune DJ qui s'appelle Lady Killer qui est en train d'exploser. Il commence à organiser de plus en plus de soirées, prendre de l'ampleur et il commence aussi à s'entourer de pas mal de rappeurs locaux. Et Laroi qui entend parler de ça décide de rentrer en contact avec ce DJ. Et après seulement quelques échanges et après avoir vu quelques freestyles sur Facebook de Laroi, le DJ Lady Killer voit le potentiel de Laroi et décide d'accepter la rencontre. Mais le gros problème c'était que Laroi habitait à Broken Hill qui était à plus de 6 heures de voiture d'Adélaïde. Sa mère a donc commencé à prendre son fils sous sa tutelle et l'amener à chaque fois à Adélaïde. Et c'est à ce moment-là que les deux artistes ont commencé à énormément collaborer. Le DJ Lady Killer avait justement un studio dans son garage et il invitait Laroi à venir autant qu'il voulait. Et c'est comme ça qu'il a commencé à enregistrer ses premières musiques de manière un peu plus professionnelle. Il l'invitait même à des soirées, des concerts et des événements pour qu'il puisse performer. C'est d'ailleurs Lady Killer qui a vraiment poussé Laroi à se développer et à développer plutôt son chant que son rap. Et ils ont passé tellement de temps à collaborer ensemble qu'ils ont décidé de créer un crew qui s'appelait la Dream Team. Et justement c'était la mère de Laroi qui a décidé de manager ce groupe. Mais le souci avec Laroi c'est qu'on écoute ses interviews, il parle jamais de Lady Killer. Il le cite absolument nulle part alors qu'il y a plein de preuves qu'ils ont bossé ensemble. Il parle simplement d'un mec qui l'aurait à peu près aidé pendant qu'il était à Adélaïde. Mais est-ce que vous voyez où il y a un second petit souci, une autre petite incohérence dans l'histoire? Bon, à part le fait que DJ Lady Killer avait 18 ans et que Laroi en avait 12, il y a un autre truc. Parce que je vous rappelle que Laroi et sa mère étaient censés être super pauvres et que Broken Hill est quand même à 6 heures de voiture d'Adélaïde. Et je comprends bien que la mère de Laroi essaye d'aider son fils en le poussant dans sa carrière, mais de là l'accompagner tous les week-ends à Adélaïde, qui est quand même à 6 heures de voiture quand on est pauvre, ça fait un peu beaucoup, non? Sachant qu'au même moment, sa mère postait des photos sur Facebook qui montraient son fils qui venait d'intégrer une école privée qui s'appelait Sacred Heart College, qui est une école super prestigieuse. Donc comment il faisait pour être dans une école super prestigieuse qui coûte super cher et en même temps être méga pauvre? Et en plus de ça, c'était pas le seul parce qu'il avait un petit frère qui était aussi dans cette école. Et je veux bien comprendre que leur mère ait investi de l'argent pour l'éducation de leur fils, c'est important, mais de là à dépenser autant d'argent dans une école privée et rester pauvre à côté, je trouve ça bizarre. My mom and we became super broke. I had like a crazy childhood. In Seoul, this is 2018. On the block mattress. Eating holes in the floor. I've been through a lot for someone who's fucking 15. Yeah, like what? Tell us about it. Recently, been homeless and shit. Donc la vraie question que je me pose et que je vous pose aussi, c'est est-ce que Kid Laroi était vraiment pauvre à l'époque ou est-ce que c'est que du fake? Du coup selon moi il y a deux hypothèses qui peuvent répondre à cette question. La première évidemment c'est que le père en fait était derrière tout ça. C'est lui qui finançait absolument tout, comme par exemple l'école privée. La deuxième vient d'une interview de Kid Laroi qui explique que son oncle habitait à Adélaïde et c'était un oncle avec qui il était très proche. On peut donc supposer qu'il vivait chez lui quand il était à Adélaïde. Mais comment est-ce que ce jeune rappeur de 12 ans est passé de parfait inconnu à faire la première partie de Juice WRLD?
28 novembre 2016. Sloan Awards, la mère de Kid Laroi, poste ceci sur Facebook. Suivez vos rêves, vous savez jamais là où ça va vous emmener. À peine 6 mois après votre rencontre, vous êtes déjà invité à la radio et à la télé. Allons directement au sommet. Sa mère utilisait énormément Facebook à l'époque pour faire la promotion de la Dream Team. Et tout ça pour dire que c'était à ce moment-là où les choses sont devenues beaucoup plus sérieuses. Vu que c'est à ce moment-là où DJ Ziggy, qui est un énorme animateur de radio hip-hop en Australie, envoie un DM sur SoundCloud à Kid Laroi. Dans ce DM, DJ Ziggy invite la Dream Team à se déplacer directement à Sydney pour les rencontrer et aussi pour jouer leur musique à la radio. Faut savoir aussi que DJ Ziggy est super connecté à Sydney et c'était aussi une opportunité de malade de rencontrer d'autres artistes pour eux. Mais en fait, ce qui est super bizarre, c'est qu'en arrivant à Sydney, ils n'ont pas réellement eu un rendez-vous avec DJ Ziggy en premier abord, ils sont déjà allés faire un rendez-vous avec Sony Music, qui est l'une des plus grosses maisons de disques en Australie. Mais attendez une minute, à quel moment un groupe absolument inconnu décroche un rendez-vous avec une grande maison de disques? Pour avoir moi-même travaillé dans une maison de disques, je peux vous dire que c'est vraiment mission impossible. Si on n'a pas de contact déjà avec la maison de disques, c'est juste improbable. Mais rappelez-vous d'un truc, le père de Kid Laroi est un mec très bien placé dans l'industrie musicale en Australie. Donc est-ce que ce serait pas lui qui aurait décroché ce rendez-vous avec Sony? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez quand même en commentaire. Et suite à ça, il se passe un truc vraiment pas cool pour DJ Ladykiller. Alors qu'il avait passé 6 mois à Kid Laroi à lui offrir son studio pour faire un maximum de morceaux et à le coacher vocalement, la mère de Kid Laroi a attendu que Ladykiller rentre à Adélaïde pour faire le vrai rendez-vous dont il attendait avec DJ Ziggy. On sait pas exactement quel contrat Ziggy a proposé à Laroi, mais en tout cas ce qu'il lui a proposé c'est d'avoir un ingé son et un producteur et un studio pour s'entraîner et pour devenir encore plus professionnel. Du coup la mère de Kid Laroi décide d'accepter le contrat et c'est à ce moment-là où Laroi enregistre son premier EP, 14 with a Dream. Et c'est à ce moment-là où DJ Ladykiller passe complètement aux oubliettes alors qu'il avait travaillé 6 mois avec Laroi et qu'il avait aidé à se développer. C'est pas vraiment cool, mais c'est malheureusement assez commun dans le business de la musique. Donc maintenant avec un contrat et un studio, Kid Laroi, son frère et sa mère décident de bouger à Sydney. Et c'est à ce moment-là où toutes les choses s'accélèrent et que Ziggy prend vraiment en charge Kid Laroi. Et en seulement quelques années, il enchaîne les événements. Il finalise une grande compétition de musique en Australie qu'on appelle Triple G. Il sort son premier EP, 14 with a Dream. Il sort aussi un freestyle de la musique non-stop de Drake avec lequel il fait son petit buzz sur YouTube. Et il annonce une collab avec Lil Skies qui est d'ailleurs jamais sortie. Mais c'est là où j'ai l'impression d'avoir raté un épisode. À quel moment en fait on fait une collab avec Lil Skies alors qu'on est complètement inconnu? Mais attendez, c'est pas fini. Parce qu'en novembre 2018, à l'occasion d'un énorme festival à Sydney qui s'appelle The Falls Festival, Juice WRLD annonce que Laroi sera sa première partie. Pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une première partie, c'est une technique pour faire connaître les petits artistes. Généralement on fait jouer l'artiste qui est pas très connu 15-20 minutes avant l'artiste qui est vraiment connu. Ça permet de vraiment chauffer le public et en même temps surfer sur la notoriété de l'artiste connu. Et du coup faire connaître le petit artiste. Il y a énormément d'exemples d'artistes qui ont fait ça. Par exemple en France il y a Angèle qui a fait ça pendant longtemps pour Damso. Mais en tout cas ici c'était une opportunité de malade pour Laroi pour se faire connaître. Mais encore une fois, la connexion avec Juice elle reste méga floue. Et il précise rien dans aucune interview. Et ça c'est quand même suspect. Mais j'ai quand même ma petite théorie perso et je vous en parlerai à la fin de la vidéo. En fait, ce qu'explique Laroi, c'est qu'un jour on l'a invité dans une chambre d'hôtel où était Juice et c'est à ce moment-là qu'il a rencontré Juice et son manager. Le manager de Juice a vraiment kiffé Laroi, du coup il a décidé de le signer. Et c'est aussi à ce moment-là où Juice est devenu vraiment un mentor pour Laroi et qu'il a aidé et accompagné dans son développement musical. Laroi a passé énormément de temps avec Juice pour apprendre avec lui en studio. Par exemple, il a passé tout l'été 2019 en tournée avec Juice. When I came out here, I ended up staying with Juice and Pete. He just used to watch Juice work all the time. Like Juice in the studio every day, like making songs every day, all day. Roy picked that up. He gave me a lot of advice about just this whole industry shit and just how to make it easier for myself in the future. Bref, c'était sûrement l'une des meilleures périodes pour Laroi, surtout qu'il était méga jeune à l'époque. Mais à part les fans de rap australiens, personne ne connaissait vraiment Laroi. Donc comment est-ce qu'il est passé de protégé de Juice WRLD à star international? Décembre 2019, le clip Let Her Go de Laroi sort. Et c'est ce qui marque l'avènement de ce jeune prodige. Le clip sort sous l'énorme chaîne Lyrical Lemonade, qui est la chaîne gérée par le réalisateur Cole Bennett. Et c'est une chaîne qui a accueilli énormément d'artistes et qui les a aidés à péter, comme par exemple Lil TK, Juice WRLD, Don Toliver et plein d'autres. Et le clip commence à faire énormément de vues et c'est à ce moment-là que les gens comprennent que c'est la nouvelle star montante. Suite à ça, bien sûr, il a sorti pas mal de projets et il a fait aussi des feats avec Lil TK et plus récemment avec Justin Bieber. Et ces feats cumulent des millions de vues sur YouTube. Et je vous rappelle qu'il est que au début de sa carrière, vu que le mec n'a que 17-18 ans et qu'il a l'air d'avoir un rythme de vie assez sain. Quand on regarde ses interviews, il a l'air de faire du sport, travailler énormément, être avec sa famille. I want to be the biggest artist in the world. And I think being the biggest artist in the world comes with a lot of sacrifices, like taking care of your body. You know, I'm just trying to do this shit as best as I can while I'm young. Ça a pas l'air d'être le mec qui passe sa vie en soirée ou qui se drogue. Du moins, ça c'est ce qu'il nous montre. Et on arrive donc à la conclusion sur ma théorie sur Kid Laroi et comment est-ce qu'il est monté
de manière aussi suspicieuse? Déjà, je tiens à dire que le gars est très talentueux et qu'il mérite complètement son succès. En préparant cette vidéo, j'ai écouté pas mal de ses sons, je me suis plongé dans sa discographie, et même si je suis pas fan de tous ses sons, il a clairement trouvé sa patte d'artiste et le truc qu'il fait sortir du lot. Et ça, c'est très difficile. Mais alors pourquoi il y a autant d'incohérences dans son parcours? Pourquoi est-ce qu'il cache les gens et même les événements qu'il y a eu dans sa carrière qui l'ont aidé à monter? Et pourquoi il reste super flou sur tout ça? Parce qu'en fait, ce qui est bizarre, c'est quand on commence de rien et qu'on arrive à se faire connaître, on est super fier du truc. Et du coup, on crie sur tous les toits. Pas parce que la personne est super arrogante, c'est simplement de la fierté et de l'envie d'inspirer d'autres personnes. Par exemple, moi j'ai 260 000 abonnés sur TikTok. Si demain je passais dans une interview et que je devais expliquer comment est-ce que j'ai réussi à les avoir, j'expliquerais tout en détail parce que je suis super fier et j'ai envie d'inspirer. Personnellement, comme je vous ai déjà dit, je pense que son père est derrière pas mal de choses, comme par exemple la connexion avec Ziggy qui était super bizarre, la connexion avec Juice, ou même le fait d'avoir payé ses études qui coûtaient super cher. Et ça n'a rien à voir avec les autres artistes que j'ai pu traiter sur cette chaîne comme XXXTentacion, 6ix9ine, Lil Loaded ou même Lil Nas X. Je vous mettrai les petits liens à ces vidéos en fiche ou même en description. En fait, moi j'ai rien par rapport au fait de réussir grâce à quelqu'un de sa famille ou à un proche, ce qu'on appelle plus vulgairement le piston. Mais pourquoi le cacher? C'est ça que je comprends pas. Ma petite théorie par rapport à ça, c'est que la maison de disques voudrait créer une histoire un peu dramatique par rapport à Leroy. Tout simplement parce que ça vend mieux. Parce que simplement dire qu'il a galéré, qu'il avait pas d'argent, qu'il était sans domicile fixe et que suite à tout ça, il a quand même réussi à péter, c'est incroyable par rapport à dire qu'il a été juste pistonné par son père. C'est du moins ce que j'en pense. Et je vais vous donner cette petite technique que j'utilise pour essayer de spotter les artistes qui ont réussi à percer tout seuls ou qui se sont fait aider par des gens ou des proches. En fait, prenez un artiste que vous aimez et allez écouter toutes les interviews qu'il a pu faire. Et notamment le moment où il précise comment est-ce qu'il s'est fait connaître. Si c'est très cohérent et que ça vous paraît correct et que ça vous paraît complètement logique, dans ce cas-là, c'est que c'est sûrement la vérité. Et que du coup, entre guillemets, l'artiste s'est fait connaître tout seul. Si par contre, ça vous paraît très flou, très incohérent, qu'il y a des bonds dans le temps, on sait pas ce qui s'est passé entre plusieurs années. Par exemple, il y a des artistes souvent qui disent voilà, j'ai galéré durant des années et un jour j'ai fait 7 rencontres et cette rencontre c'est genre un artiste méga connu qui a aidé à le faire connaître. Posez-vous la question, comment est-ce que t'as fait pour rencontrer cet artiste? Comment le mec est super connu, comment t'as fait pour rentrer en contact avec lui? C'est ça qui est important. Et du coup c'est la technique que j'utilise pour essayer de déceler qui sont les artistes qui ont percé tout seuls par rapport à ceux qui se sont fait aider. Donc faites-en bon usage les amis. Donc du coup je vous pose la question, est-ce que selon vous c'est son père qui l'a aidé ou est-ce qu'il a simplement énormément de talent et énormément de chance et il a réussi de cette manière là? Voilà amis, j'espère que vous avez kiffé, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et je fais des vidéos comme ça toutes les semaines donc abonnez-vous et mettez-moi un petit commentaire et je vous dis à la semaine prochaine. Peace out.